Après les sommets de l'UEMOA et de la CEDEAO à Dakar, puis une distinction à Paris, le président Alassane Ouattara est rentré hier. Bilan de son séjour jugé positif et vous allez l'entendre tout à l'heure dans votre édition. Le projet de loi portant création d'un ordre national des sages-femmes et des maïeuticiens de Côte d'Ivoire, adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale, l'ordre aura pour mission de réguler et réglementer le secteur. Al-Qaïda au Maghreb islamique revendique l'assassinat des 2 envoyés spéciaux de RFI au Mali, une revendication jugée plausible par Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères. Et bienvenue à tous. Les sommets de l'UEMOA et de la CEDEAO à Dakar, puis une distinction à Paris ont meublé le déplacement du président Alassane Ouattara qui a regagné Abidjan hier. Dès son arrivée, le chef de l'État a fait le point de son séjour. Bilan jugé positif. Écoutons le chef de l'État. Je reviens de Dakar et de France. À Dakar, il y a une dizaine de jours, nous avons participé à 2 sommets. Le sommet de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'était l'occasion de passer en revue la solidité de notre union. Nous avons également parlé des questions de financement à moyen et long terme de nos économies. C'est un dossier qui m'avait été confié. En particulier, nous avons donc dégagé des pistes qui doivent permettre de développer des financements innovants et importants dès l'an 2014. Nous avons également parlé de paix et de sécurité en raison de la situation actuelle que vous connaissez dans la zone et sur le continent. Et nous avons également traité de dossiers économiques, notamment concernant l'agriculture, l'énergie. C'était un très bon sommet et tous les chefs d'État étaient présents. Et ça a été l'occasion de féliciter le président Faure Gnassingbé qui a présidé la conférence pendant 2 ans et il a passé le témoin au président Yahi Boni du Bénin. Alors le lendemain, nous avons entamé le sommet de la CEDEAO qui a été consacré à l'intégration. C'était un sommet particulièrement important parce que depuis sa création et surtout depuis 20 ans, la CEDEAO essaie de mettre en place un tarif extérieur commun pour que notre zone soit effectivement une zone de libre-échange, une zone douanière protégée. Cela a été difficile compte tenu des intérêts divergents des États, mais nous avons réussi cette fois-ci à nous mettre d'accord sur l'uniformisation des bandes et des tarifs. Bien évidemment, nous avons prévu une période transitoire de 5 ans pour que les choses se fassent en douceur. Je dois dire que ce sommet est extrêmement important parce que vous savez que la CEDEAO comporte maintenant plus de 320 millions d'habitants, la moitié étant au Nigeria. Et si ce cordon douanier est mis en application, nous serons en mesure d'avoir un marché commun dynamique et aussi important et qui permettra l'industrialisation de notre sous-région. Donc c'est une volonté des chefs d'État. Cela nous permet également d'envisager des négociations sur l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Donc ces discussions pourront commencer dès l'année prochaine pour permettre à l'ensemble de la CEDEAO de conclure un accord avec l'Union européenne. À Paris, en France, j'ai été installé à l'Académie des sciences d'outre-mer comme membre associé. J'ai eu l'occasion donc de prononcer un discours sur la place et le rôle de l'Afrique, les défis et les atouts, et ceci pour mettre l'Afrique à sa place, qui est donc importante aujourd'hui, et pour dire ce que également notre jeunesse attend de nous dirigeants et quelles sont nos obligations pour faire en sorte que nous ayons une véritable réduction de la pauvreté dans nos pays. Donc c'était une cérémonie où nous avons eu la participation
de nombreuses personnalités. D'abord, Mme Guigui, qui a représenté le président François Hollande, le président Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, également le président Abdou Diouf, le président Compaoré surtout, qui est lui-même membre de l'Académie des sciences d'outre-mer. Je signale que, en fait, le président Senghor et le président Houphouët ont été membres de l'Académie des sciences d'outre-mer. Le président Diouf en est membre. J'étais très fier qu'après le président Houphouët, je puisse représenter la Côte d'Ivoire dans cette académie, un lieu de culture et de science. Oui, vous savez, j'ai déjà exprimé la douleur que nous ressentons avec ces assassinats odieux. Vous parlez de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, n'est-ce pas? Ce sont des personnes que nous connaissions bien, surtout Ghislaine Dupont, qui a d'ailleurs séjourné en Côte d'Ivoire. Et j'ai eu à adresser mes condoléances aux autorités françaises et bien sûr à parler avec le président Ibrahim Boubacar Keïta. Nous considérons que cela n'est pas acceptable et que Kidal doit être totalement sécurisé pour éviter ce genre de situation. Et j'ai présenté mes condoléances aux familles et bien sûr à la grande famille RFI, et je les réitère pour les familles et également pour le peuple français. C'est une épreuve très difficile. Les journalistes font un métier d'information, surtout ces deux que nous connaissons bien, qui étaient des journalistes chevronnés, très objectifs dans les analyses et vraiment, je trouve, les tuer, c'est tuer un peu la liberté d'expression et cela est un crime odieux. Toutes mes condoléances à vous tous de la presse, bien évidemment, je sais que vous en êtes tous affectés. Et vous l'avez entendu, le président Alassane Ouattara, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO, s'est prononcé sur l'assassinat de nos deux confrères de RFI au Mali. Le chef de l'État préconise que Kidal soit totalement sécurisé pour éviter ce genre de situation. Et sur place au Mali, Al-Qaïda au Maghreb islamique a revendiqué l'enlèvement de Ghislaine Dupont et Claude Verlon le 2 novembre dernier. Une revendication jugée plausible par Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères. La présidence française a indiqué que cet assassinat ne restera pas impuni, quels qu'en soient les auteurs. Les députés ont voté hier en plénière une loi pour mieux organiser le métier des sages-femmes et des maïeuticiens. Le projet de loi a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Le point avec Victorine Yaouyoboué. Adoption en plénière ce mercredi du projet de loi portant création d'un ordre national des sages-femmes et des maïeuticiens de Côte d'Ivoire. Par cette loi, l'Assemblée nationale vient de donner à cette profession un outil pour l'organisation efficace et efficiente de la corporation de ces agents de santé qui visent à assister les mères et donc à donner la vie. Nous espérons l'avoir fait au bénéfice des sages-femmes et des maïeuticiens et surtout au bénéfice de nos populations qui attendent beaucoup de notre système de santé. Les sages-femmes sont souvent critiquées par les populations. Elles sont accusées de mal accueillir les femmes enceintes ou en travail. L'idée donc d'un ordre national pour réguler et réglementer la profession est bien accueillie par ces populations. Nos mamans qui sont dans les zones éloignées de ce pays, qui ne sont pas instruites, ne connaissent pas les droits, généralement sont bafouées dans les centres de santé aux femmes. Donc je pense que c'est une loi qui est bienvenue et ça va aussi permettre à nos sœurs, à nos mamans, sages-femmes, de pouvoir se revoir au niveau de leur comportement auprès de nos mamans qui viennent accoucher. La loi que les députés prennent, en tout cas, c'est une bonne chose. Pour que vraiment nous, les femmes, on puisse être bien désormais, pour qu'ils nous prennent bien à l'hôpital, les sages-femmes, pour qu'on soit bien. C'est une très bonne chose. Nous pensons que cela va permettre aux sages-femmes de mettre de l'ordre dans leur corporation. Et avec cela, les critiques qui sont portées à ces braves femmes-là vont permettre aussi à ces femmes de s'améliorer. Le texte de loi prévoit des sanctions allant jusqu'à la radiation d'une sage-femme ou d'un maïeuticien en cas de faute. La loi est votée, il revient désormais au gouvernement de prendre les dispositions utiles pour la mise en place du Conseil national de l'ordre des sages-femmes et des maïeuticiens de Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire réaffirme son vœu de devenir un hub énergétique de la sous-région. C'était hier à l'ouverture de la 16e édition de la conférence du Golfe de Guinée consacrée à l'industrie gazière. Les détails avec Alexis Ouedraogo. Le gaz, une ressource indispensable au foyer en Côte d'Ivoire, mais aussi une énergie essentielle à l'économie du pays. L'exploitation du gaz naturel représente à ce jour une opportunité importante. Elle est considérée comme un moteur essentiel à la croissance économique. Les analyses les plus crédibles placent l'énergie au cœur du développement économique et social des nations. Le défi qui nous attend et que nous devons relever, c'est de valoriser au mieux ces ressources et faire de la Côte d'Ivoire un hub énergétique en Afrique. Améliorer la gestion du gaz en vue de jouir pleinement de ses retombées et trouver des réponses aux difficultés exprimées dans le secteur. C'est l'essence de cette 16e conférence sur le gaz dans le Golfe de Guinée. Elle réunit des participants des 4 coins du globe. On est là pour voir l'expérience et voir les modalités d'une coopération pour l'exploitation du gaz et son utilisation pour le développement économique de nos pays. Le management de la compagnie Rialto est dans un processus de signer un nouveau contrat, un nouveau CPP, un contrat de partage pétrolier avec le gouvernement, et nous sommes en dernière étape à négocier ce nouveau CPP. Cette 16e édition examinera outre mesure les projets collaboratifs intra-régionaux ainsi que l'effet de levier du gaz sur les économies de la région. La Côte d'Ivoire est membre de l'Union internationale du gaz depuis l'an 2012. Elle entend faire de cette richesse un atout majeur pour la croissance de l'emploi local et le développement des infrastructures. L'État de Côte d'Ivoire encourage les investissements d'exploration et de développement de nouveaux champs gaziers. L'importation de gaz naturel liquéfié, GNL, constitue une alternative à laquelle le gouvernement travaille dans le cadre de la coopération internationale et sous-régionale. La rencontre refermera ses portes vendredi. Plusieurs thèmes devraient être visités, notamment l'exploration-production, la dynamique du marché du gaz et la problématique de la collaboration régionale. Intéressons-nous maintenant à la 4e Assemblée générale du Conseil des collectivités avec Mamadou Kwasi. Prise de disposition au niveau des États membres de l'UEMOA pour faire progresser la marche vers l'approfondissement de l'intégration économique et monétaire afin de satisfaire les aspirations des peuples. Implication du Conseil des collectivités territoriales dans les travaux du Haut Comité ad hoc sur le financement des économies des États membres de l'UEMOA. Mise en œuvre de projets intégrateurs. Ce sont autant de recommandations faites par les élus locaux au cours de la 4e Assemblée générale du Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA. Quand il y a un conflit, c'est sur nos territoires que les dégâts se commettent. Donc nous voulons non pas agir dans la gestion des conflits, mais nous voulons agir dans la prévention des conflits. À cela s'ajoutent des projets qui doivent contribuer au développement local dans l'espace communautaire. Il y a un projet d'appui au tissage traditionnel. C'est-à-dire que dans chaque État, on va encourager, on va promouvoir le tissage traditionnel. La deuxième recommandation importante, c'est l'aide à apporter aux jeunes mécaniciens, moto et auto, pour que ces jeunes mécaniciens ne soient pas seulement dans la rue avec des instruments qui datent d'un autre siècle, mais qui puissent avoir les moyens de faire un diagnostic, avoir les outils, la logistique nécessaire pour pouvoir exercer leur métier dans des conditions qui soient convenables. La 4e Assemblée générale du Conseil des collectivités territoriales a permis la mise sur pied du réseau de journalistes pour la promotion de la décentralisation au sein de l'espace communautaire. Décembre 2013, les élus locaux finaliseront à Dakar le programme de coopération transfrontalière au niveau des collectivités territoriales de l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et la deuxième foire des produits ghanéens, c'est du 18 au 26 novembre prochain à la Kestab au Abidjan Plateau. L'annonce a été faite par l'ambassadeur du Ghana en Côte d'Ivoire. Les détails avec Hamza Djabi. 98 millions de dollars US, soit environ 50 milliards de francs CFA. Voilà la valeur des exportations non traditionnelles du Ghana en Côte d'Ivoire pour l'année 2012. Le signe que les relations commerciales entre les deux pays se portent bien. Bonne nouvelle donc, mais les autorités ne comptent pas s'en contenter. Elles envisagent renforcer davantage ces liens économiques et politiques. Le gouvernement ghanéen, par le biais de son ministère du Commerce et de l'Industrie, organise une exposition
exposition de produits ghanéens en Côte d'Ivoire, la deuxième du genre. Il existe des liens naturels, culturels et historiques de parenté et d'amitié qui existent entre les peuples de Côte d'Ivoire et ceux du Ghana. Nous nous efforçons de faire de l'exposition solo de produits fabriqués au Ghana un événement annuel. Et cela a pour objectif de servir de plateforme appropriée pour accroître les contacts et améliorer la coopération entre les opérateurs économiques des deux pays. Cette année, 40 entreprises et industriels ghanéens sont attendus pour exposer. Ils représentent plusieurs secteurs, notamment les produits ménagers et industriels en plastique, les équipements lourds de construction, le matériel pédagogique et les produits de l'artisanat. Cette deuxième édition donc de la foire des produits ghanéens est prévue dans 2 semaines, du 18 au 26 novembre prochain, à la Kestab, au Plateau. Ce procès des ex-dirigeants de la filière café-cacao après 18 mois de comparution, le verdict est tombé hier. Henri Amouzou, Théophile Kouassi, Tapedo, Angéline Kili prennent 20 ans, 67 milliards de francs CFA à payer collectivement au tribunal. Ils sont reconnus coupables de 5 chefs d'accusation, abus de biens sociaux, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, escroquerie. Le compte-rendu de Léon Bro. 20 ans d'emprisonnement ferme et une amende de 3 millions de francs CFA pour 15 ex-dirigeants de la filière café-cacao. Ces 15 sont également frappés de confiscation de biens et d'interdiction de droits civils pour une période de 5 ans. 5 de ces condamnés, Henri Amouzou, Théophile Kouassi, Firmin Kouakou, Angéline Kili et Jean-Claude Bayou, devront encore payer à l'État le montant cumulé de 67 milliards 120 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts. Leur peine, selon la justice, est aggravée par un fait. Les actes qui leur sont reprochés ont été commis pour la plupart après expiration de leur mandat à la tête des structures qu'ils dirigeaient. Un verdict contesté par la défense. Il a pris 20 ans, mon client, M. Tabedo. 20 ans comme Amouzou, 20 ans comme Tanoukassi, 20 ans comme bien d'autres. Je trouve que c'est excessif et que le droit n'a pas été pénétré par ce qui fait sa force, la vérité. Je félicite le tribunal et son président pour avoir rendu sa décision, nous avoir libéré et nous avoir donné ainsi les éléments de la poursuite de ce procès en appel. Et il y en a les éléments. La justice, pour sa part, soutient un procès équitable en ce qui concerne les 5 chefs d'accusation. Détournement de deniers publics, abus de biens sociaux, abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux. Elle prescrit aux condamnés et leurs avocats 2 jours à compter de ce mercredi pour faire appel. La coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale a organisé un séminaire de formation au profit des chefs traditionnels et religieux. Il s'est agi pour les initiateurs d'inculquer aux participants des notions de lutte contre l'impunité et l'éducation aux droits humains. Herman Niamien. Guides religieux et chefs traditionnels, des personnalités qui ont beaucoup d'influence et de pouvoir sur la population. Ils sont très écoutés et très suivis. Ils peuvent et doivent même contribuer à cimenter la fracture sociale, à lutter contre les injustices, l'impunité et aussi contre les violations des droits humains. Ils constituent donc un maillon incontournable et essentiel de la chaîne pour faire de la Côte d'Ivoire un état de droit, de paix et de stabilité. En initiant ce séminaire, la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale entend les former et leur inculquer une culture des droits humains afin qu'ils puissent être les relais auprès de leur population et les éduquer dans ce sens. Les chefs religieux, par exemple, ont l'opportunité de faire des sermons, de pouvoir avoir, soit les vendredis ou les dimanches, de parler régulièrement à leur population fidèle, les fidèles qui sont dans les églises, dans les mosquées. Et les chefs traditionnels sont régulièrement en contact avec les populations. Et donc pour nous, une fois cette formation est finie, ces différentes cibles-là pourront démultiplier, pourront faire la promotion, la vulgarisation de ce qu'ils ont appris ici sur le plan local. Les guides religieux et les chefs traditionnels soulignent que ce séminaire arrive à point nommé. Selon eux, il vient renforcer leurs connaissances. Nous sommes là, une fois que nous aurons compris que c'est dans l'intérêt de tous, nous sommes prêts à la démultiplication. La lutte pour la cohésion sociale, nous le faisons au quotidien. Dans nos différentes localités, en tant que chef, nous réglons les conflits et tout ce qui s'ensuit. On ne peut pas finir d'apprendre la science
Donc chaque fois qu'il y a quelque chose qui doit nous agrandir en matière de connaissances, nous sautons dessus. Ce séminaire de formation des chefs traditionnels et guides religieux s'inscrit dans le programme de lutte contre l'impunité et l'éducation aux droits humains à travers la vulgarisation du statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale. Et cette conférence académique qui annonce la rentrée solennelle de l'ISTC, conférence animée par le président de la ACA, la haute autorité de la communication audiovisuelle, au centre de la rencontre, les enjeux de la libéralisation et du numérique en 2015. Emma Niamien, une fois encore, sollicité. Le 17 juin 2015, le monde de l'audiovisuel enregistre un fait majeur. Il s'agit du passage de l'analogie au numérique. En Côte d'Ivoire, des dispositions sont prises pour réussir cette transition. Le président de la ACA, la haute autorité de la communication audiovisuelle, se prononçant sur le passage de l'analogie au numérique et la libéralisation de l'espace audiovisuel, souligne que ces changements représentent plusieurs enjeux pour la Côte d'Ivoire. Le premier enjeu pour nous, c'est un enjeu démocratique. Il y a également les enjeux culturels et sociétaux. Il y a les enjeux économiques, les enjeux technologiques, et ce que nous appelons les enjeux géopolitiques. Ibrahim Sissavané précise que sa structure est prête depuis plus d'1 an pour engager la libéralisation. Il souligne aussi qu'il ne s'agit pas seulement d'attribuer des chaînes à des promoteurs, mais s'assurer que les chaînes qui seront créées soient économiquement viables. Dans la mesure où tout le monde est habitué à la qualité du numérique, est-ce que libéraliser aujourd'hui en analogique, cela a véritablement un sens? Est-ce qu'il ne faut donc pas mener à bien d'abord cette transition numérique qui dépend, comme je vous l'ai dit, du ministère de la Communication, avant d'envisager une véritable libéralisation. D'autant plus qu'avec le système numérique, plutôt que 2, 3, 4 chaînes de télévision, on pourrait aller beaucoup plus loin, jusqu'à 12 chaînes de télévision, en tout cas sous les contraintes économiques que nous souhaitons. Le président de la ACA précise aussi que le milliard que l'État demanderait pour la création d'une télévision n'est qu'un cautionnement et non une caution comme le disent certaines personnes. Il souligne que toutes ces garanties ont pour objectif d'assainir les milieux. Le directeur de l'ISTC, Alfred Damoussa, initiateur de cette rencontre, se félicite des éclairages apportés sur les enjeux de la libéralisation de l'audiovisuel et du tout numérique en 2015. Interdiction des sachets plastiques. Le ministre de l'Environnement a échangé sur le sujet avec des industriels du plastique. Il leur a présenté 3 propositions d'arrêté définissant les mesures d'application du décret d'interdiction des sachets plastiques en Côte d'Ivoire. La synthèse de la rencontre avec Gabriel Zani. L'interdiction de sachets plastiques sur le marché sera bel et bien appliquée le 22 novembre 2013. Les acteurs de l'industrie plastique doivent s'adapter à la mesure. Ce lundi, au cabinet du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, le ministre Alakwadjo Remi a présenté aux opérateurs 3 propositions d'arrêtés. Ces arrêtés définissent les caractéristiques des sachets plastiques ordinaires interdits, les sachets plastiques autorisés et les dérogations. L'interdiction concerne les sachets en polyéthylène basse densité, les sachets de caisse, d'emballage des denrées alimentaires et les sachets utilisés pour le transport. Je crois que nous sommes prononcés très largement là-dessus. Les dégâts à l'environnement, des problèmes de santé animale, de santé humaine, mais également aussi des problèmes de coût en termes d'ouvrages d'assainissement qui sont totalement détruits par ces sachets. Les sacs plastiques autorisés doivent être dégradables ou biodégradables. Les domaines militaires, agricoles, médicaux sont exclus de l'interdiction. Pour ce qui est des solutions de substitution, mais n'appartient pas au gouvernement de proposer des solutions de substitution. Ce sont les opérateurs économiques qui doivent faire preuve d'imagination. Le monde évolue, donc les lois évoluent et on s'adapte. Pendant que d'autres se plaignent, d'autres ont déjà acheté des machines pour faire des sacs en plastique, des sacs en papier, des sacs en carton, etc., et qui proposent des choses. À mesure exceptionnelle, dispositions exceptionnelles, des dérogations seront accordées aux opérateurs dont les activités nécessitent l'utilisation de sachets plastiques pour l'emballage primaire. Pour obtenir cette dérogation, les opérateurs devront fournir un dossier de demande d'autorisation qui doit comprendre obligatoirement un plan de gestion environnementale.
Inculquer aux élèves du secondaire les valeurs citoyennes et développer la culture du débat contradictoire dans le respect, c'est le défi que veut relever le Centre pour la promotion des droits de l'homme et du développement en Afrique qui a lancé le projet Participation citoyenne, intégration communautaire et culture de la paix. Regardez. En Côte d'Ivoire, selon l'Institut national de la statistique, environ 60% de la population est jeune. 40% de cette jeunesse se retrouve dans les lycées et collèges. Fort de ce constat, le Centre pour la promotion des droits de l'homme et du développement en Afrique entend contribuer à l'émergence de l'école ivoirienne à travers le projet Participation citoyenne, intégration communautaire et culture de la paix. L'objectif est qu'à terme, les enfants puissent intégrer dans leur comportement des attitudes citoyennes, mais surtout revenir et surtout encourager la culture du débat contradictoire dans le respect de la différence, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit identitaire, mais également qu'elle soit politique. Pour les élèves, ce projet est une opportunité pour avoir des rudiments en vue de régler les conflits qui naissent dans le milieu scolaire. On a tendance à avoir des petits conflits entre les élèves en classe, surtout à l'école, pour des histoires banales et tout. Donc, moi, je pense que ça doit commencer d'abord par les élèves, pour une bonne entente et ensuite développer cette entente partout dans le monde. Le représentant du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique adhère à ce projet. Il est question de semer les germes de l'éducation à la citoyenneté et la culture de la paix dans l'esprit de l'enfant à l'état embryonnaire. On ne peut pas choisir une meilleure institution que l'école pour construire la paix dans le futur. En plus du ministère de l'Éducation nationale, plusieurs autres partenaires entendent apporter leur soutien à ce projet. La 8e journée nationale de la solidarité a été lancée hier au cœur des activités la cohésion sociale. Les détails avec Christelle Ménan et Chantal Akanda. Solidarité, lien social d'engagement et de dépendance réciproque entre des personnes d'un même groupe liées par un destin commun. Ce lien d'entraide est célébré depuis hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Au-delà d'une simple cérémonie de commémoration, tous ensemble, nous pourrons contribuer à promouvoir la solidarité, mais la solidarité de proximité. Engageons-nous et faisons de chaque instant de notre vie un moment propice pour manifester notre solidarité à notre entourage, à l'endroit de l'autre, de notre voisin, du fils de l'autre, de l'ennemi d'hier, pourquoi pas, qui en réalité n'est rien d'autre qu'une sœur, n'est rien d'autre qu'un frère. Mobilisons-nous pour la cause des victimes de la guerre. La 8e édition de la Journée nationale de la solidarité bat son plein à la Bibliothèque nationale et au Parc des sports de Trècheville. À noter, du 5 au 7 novembre, des activités sportives, des consultations médicales et juridiques gratuites. Les activités sont organisées autour du thème « Solidarité et réconciliation nationale », la question des victimes de guerre. Les conférences publiques comportaient sur des thématiques annexes telles que l'apport de la chefferie traditionnelle, des entreprises et des agences onusiennes au renforcement de la cohésion sociale. Une première dans le cadre de cette journée nationale de solidarité, le Salon national de la solidarité Agir Expo 2013. Il se tiendra du 11 au 13 novembre prochain. L'occasion pour les populations de mieux connaître les organisations et associations œuvrant dans le domaine de la solidarité en Côte d'Ivoire. En Ouganda, le combat est lancé contre les mutilations génitales féminines. Les victimes de cette pratique sont nombreuses aujourd'hui dans le pays. Des images pour en témoigner. Le district de Moroto, au nord-est de l'Ouganda, près de la frontière avec le Kenya. Ici vivent les Karamojong. Comme chaque année, ils se sont parés de leurs plus beaux habits pour une journée de célébration de leur culture. C'est ce jour qu'ont choisi des membres de la communauté pour sensibiliser sur l'excision. Une pratique interdite en Ouganda depuis 2009. Et pourtant, la mutilation génitale concerne encore de nombreuses femmes dans cette région. Les discours préconisent de mettre fin définitivement à l'excision,
le message commence à passer. Clémentina est la mère de 4 filles et d'un garçon. Ses 2 premières filles ont été excisées avant l'interdiction. Aujourd'hui convaincue que cette pratique n'est pas bonne, elle a pu empêcher in extremis la mutilation de sa 3e fille. Quand je suis arrivée, ma fille attendait avec les autres. Je l'ai ramenée à la maison et je lui ai expliqué que l'excision mettait sa santé en danger et que la loi l'interdisait. Et puis je lui ai dit, regarde-moi, je suis ta mère et je n'ai jamais été mutilée. Le message commence même à passer auprès des hommes de la communauté. Moi, je veux une femme en bonne santé. Et si vous êtes excisé, vous n'êtes pas en bonne santé. Les campagnes de sensibilisation menées par certaines ONG et relayées par les leaders traditionnels portent leurs fruits. Le nombre de femmes excisées est passé de 1000 à 15 par an en 2013 dans la région de Karamoja. Et c'est la fin de cette édition supervisée par Adama Kone. Merci de votre fidélité.